Savais-tu qu'une marque qu'aujourd'hui beaucoup ont oublié a contribué à définir la façon dont on écoute la musique à la maison? Elle s'appelait Fisher Electronics et bien que le nom commercial ait complètement disparu, son écho résonne chaque fois que tu allumes une chaîne stéréo. Pendant des décennies, Fisher a été synonyme d'innovation, de qualité et de prestige. C'est la marque qui a fait passer le concept de hi-fi des laboratoires d'ingénieurs au salon de millions de foyers. Comment est-elle montée si haut et pourquoi a-t-elle fini dans l'oubli? L'histoire est faite d'obsessions personnelles, de décisions risquées, de moments de gloire et de virages inattendus qui surprennent encore. Dans ce voyage, on va voir comment un homme mu par un objectif très précis a donné vie à une entreprise qui a changé l'histoire de l'audio. On passera en revue les produits qui ont marqué un avant et un après sur le marché, les moments d'expansion qui ont hissé la marque au sommet et aussi les décisions qui l'ont amené à perdre du terrain au fil des décennies. Fisher n'a pas seulement fabriqué des appareils, la marque a été l'une des forces d'un mouvement culturel qui a uni technologie, musique et art de vivre. Si aujourd'hui on parle de hi-fi ou de son stéréo comme de quelque chose de naturel, c'est en partie grâce à la vision de son fondateur. L'origine remonte à 1945 lorsque Avery Fisher fonde son entreprise à New York. À cette époque, la plupart des radios domestiques offraient un son limité et peu défini. Fisher parie alors sur la rupture avec cette médiocrité et prouve qu'il est possible de concevoir des équipements capables de reproduire la musique avec clarté, profondeur et réalisme. Son obsession de la qualité fait que, dès le départ, la société se distingue de ses concurrentes. Les premières radios et amplificateurs Fisher ne sont pas seulement plus fiables que la moyenne, ils offrent aussi un niveau de fidélité sonore qui surprend le public et les spécialistes, posant les bases d'une réputation qui se consolidera dans les années suivantes. Et qui était Avery Robert Fisher, l'homme derrière tout cela? Il est né à Brooklyn le 4 mars 1906 au sein d'une famille juive ayant émigré de Kiev, Ukraine, quelques années plus tôt. Cadet de 6 enfants, il grandit dans un foyer où la musique fait partie du quotidien, ce qui nourrit très tôt sa sensibilité artistique. Après des études au DeWitt Clinton High School, il est diplômé ingénieur de l'Université de New York en 1929. Curieusement, sa première carrière professionnelle se déroule dans l'édition, où il s'occupe de la production de livres. Mais sa véritable passion est ailleurs, dans les expériences qu'il mène en parallèle, cherchant à créer des radios capables de reproduire la musique avec la même richesse et la même émotion qu'un orchestre en direct. Cette obsession pour l'union de l'art et de la technique sera la graine qui, avec le temps, donnera naissance à Fisher Electronics. La passion d'Avery Fisher pour la musique et la technologie le conduit vite à faire un saut décisif, passer des expériences à domicile à une entreprise en bonne et due forme. En 1937, il fonde la Philharmonic Radio Company, avec l'idée de créer des radios et des amplificateurs au niveau d'une salle de concert. Cette première aventure entrepreneuriale pose les bases de ce qui, des années plus tard, deviendra la légendaire Fisher Electronics. Lorsque, dans les années 40, il refonde sa société sous le nom de Fisher Radio Corporation, Avery vise plus que la vente d'appareils, il veut bâtir une identité reconnaissable sur un marché qui apprenait encore ce que signifiait la haute fidélité. Pour ses adeptes et ses clients, elle devient rapidement simplement Fisher ou The Fisher, un nom qui évoque la confiance et la qualité sonore. Le véritable point d'inflexion arrive dans la seconde moitié des années 50. En 1957 sort le Fisher TA500, considéré comme l'un des premiers récepteurs véritablement modernes de la marque. L'année suivante, le TA600 s'impose comme l'un des premiers récepteurs stéréo disponibles dans le commerce. Ces appareils ne sont pas de simples radios, ils matérialisent le concept de hi-fi. Construits avec des composants de très haute qualité et un design sobre mais élégant, ils démontrent au monde qu'il est possible d'écouter la musique chez soi avec une fidélité jamais vue. Tandis que d'autres marques restent ancrées dans le son monophonique, Fisher mise à fond sur la stéréo, anticipant une révolution qui changera à jamais l'expérience musicale domestique. Parmi ses premiers succès, un modèle devient l'emblème d'une époque, le Fisher 500. Ce récepteur intégré combinant amplificateur et tuner dans un seul châssis est le pari gagnant de la société.
Il n'offre pas seulement puissance et clarté de son, il ajoute aussi de la praticité puisque l'utilisateur dispose de l'essentiel dans un même ensemble compact et cohérent. Le Fisher 500 et plus tard sa version la plus célèbre, le 500C, conquiert à la fois les mélomanes exigeants et les familles qui veulent profiter de la radio et de leur vinyle avec une qualité supérieure. La brochure publicitaire de 1957 le présentait fièrement comme un produit hi-fi, alors que le terme hi-fi commençait à peine à s'installer dans l'esprit du consommateur. Un autre grand jalon de ces années-là est le tuner FM 200, considéré comme l'un des plus précis et raffinés de l'époque. À un moment où la radio FM en était encore à se consolider comme standard aux États-Unis, Fisher propose un appareil capable d'extraire le maximum de détails des émissions. Beaucoup de critiques le qualifient de tuner quasi parfait et son succès contribue à populariser l'idée que la FM n'est pas seulement une radio de fond, mais un média capable d'offrir une véritable qualité musicale. Le prestige du FM 200 renforce la réputation de la marque auprès des ingénieurs et des audiophiles. Au début des années 60, l'entreprise détecte une tendance qui transforme le marché. Les utilisateurs ne veulent plus de meubles géants intégrant radio, platine, vinyle et enceinte dans une seule armoire, mais des éléments séparés et spécialisés offrant une meilleure qualité et plus de flexibilité. Fisher répond par une nouvelle philosophie, concevoir des appareils individuels, chacun optimisé pour une fonction que l'on peut combiner librement. En 1961, elle lance une nouvelle version du FM 200 proclamée comme le tuner le plus précis du monde. Ce n'est pas qu'un slogan, l'appareil gagne le respect de l'industrie pour sa justesse et sa stabilité. Le prestige du FM 200 n'est pas une exagération publicitaire. On le cite encore aujourd'hui comme l'un des tuners les plus équilibrés de sa génération. Sa stabilité en réception FM, la propreté de son circuit et sa facilité d'utilisation en font une référence. Ce qui est si le plus intéressant, c'est que la qualité de cet appareil n'est pas le fruit du hasard ni d'une équipe anonyme, mais de l'obsession d'Avery Fisher qui examinait personnellement chaque nouveau design avant de l'approuver. Sa manière de travailler tenait davantage de l'artisan que de l'industriel. Il assistait aux tests d'écoute, exigeait des améliorations dans le moindre détail et n'hésitait pas à écarter des prototypes entiers s'ils n'étaient là pas au niveau. Cette méticulosité explique pourquoi la marque inspirait tant de confiance aux musiciens, aux ingénieurs et aux acheteurs exigeants. La reconnaissance arrive à l'échelle mondiale lors de la Foire mondiale de New York de 1964, une vitrine planétaire où les entreprises rivalisent pour montrer la technologie la plus avancée. Fisher y présente sa gamme de récepteurs et d'amplificateurs qui se distinguent de ceux des autres marques, non seulement par la qualité sonore, mais aussi par un design alliant élégance et praticité. Les prix remportés à cette foire consolident l'image de Fisher comme l'un des grands acteurs de l'industrie hi-fi, au niveau de géants comme Macintosh, Marantz ou H.H. Scott, avec lesquels elle partage clients et gros titres dans les revues spécialisées. Portée par cette visibilité, l'entreprise franchit un cap international. Fisher commence à exporter massivement vers l'Europe et l'Asie, où l'essor du son stéréo ne fait que commencer. Dans des pays comme l'Allemagne, le Japon et le Royaume-Uni, ces récepteurs et amplificateurs trouvent un public enthousiaste. La marque ouvre des bureaux de représentation et des centres de distribution dans plusieurs villes stratégiques, bâtissant un réseau commercial solide qui lui permet de faire face aux marques locales. Ce n'est pas seulement une société américaine exportant des appareils, c'est un acteur mondial qui commence à laisser son empreinte sur différents marchés, aussi bien dans les foyers que dans les studios d'enregistrement. L'ambition de Fisher ne se limite pas aux récepteurs. À la fin des années 60, l'entreprise surprend avec des produits destinés à l'acoustique domestique haut de gamme comme l'enceinte XP18 lancée en 1968. Ce modèle est une véritable vitrine technologique, un grand coffret avec des composants conçus pour offrir une réponse en fréquence large et précise. Bien que sa taille et son prix le rendent inaccessible à beaucoup, il devient un objet de culte parmi les audiophiles de l'époque et reste encore aujourd'hui l'une des enceintes les plus impressionnantes jamais produites par la marque.
En parallèle, Fisher affronte l'inévitable changement technologique qui s'impose dans l'industrie, la transition des lampes au transistor. La marque embrasse cette nouvelle ère avec des modèles comme le Fisher 400T, l'un de ses premiers récepteurs entièrement à transistor, ou le TX200, un amplificateur qui montre que puissance et fiabilité peuvent se conjuguer avec une consommation moindre et un format plus compact. Ces produits marquent l'adaptation de Fisher à une décennie de mutations rapides où les utilisateurs veulent des appareils plus durables, faciles à entretenir et d'une esthétique toujours plus moderne. À la fin des années 60, Fisher peut se targuer d'un catalogue impressionnant, des récepteurs et amplificateurs aux enceintes et tuners dont beaucoup non seulement soutiennent la comparaison avec leurs concurrents, mais les surpassent dans plusieurs cas. La fin de cette décennie apporte un tournant inattendu. Avery Fisher, qui avait fait de son patronyme un synonyme de haute fidélité, prend une décision stratégique en 1969, vendre son entreprise à Emerson Electric, un conglomérat américain présent dans plusieurs secteurs. L'opération, évaluée entre 30 et 40 millions de dollars, une somme très élevée pour l'époque, surprend le secteur de l'audio. Pour situer, tandis que Macintosh et Marantz restent des sociétés relativement indépendantes, centrées sur l'artisanat et le contrôle de leur philosophie produit, Fisher choisit de s'intégrer à une corporation dotée d'un solide pouvoir financier. Avery, déjà dans la maturité de sa carrière, accepte de rester comme consultant, garantissant qu'au moins pendant quelques années sa vision serait préservée. Sous la nouvelle direction, Emerson Electric cherche à capitaliser sur le prestige de la marque et étend la gamme. On ne se contente pas de maintenir les récepteurs classiques, on renforce la série FM et on poursuit le développement de la populaire ligne 500, déjà iconique parmi les passionnés. En outre, on introduit une gamme destinée aux environnements professionnels, comme les studios d'enregistrement et les stations de radio, en tentant de faire du label Fisher non seulement un gage de qualité domestique, mais aussi une solution sérieuse pour l'industrie musicale. Durant cette période, Avery Fisher reste une figure de référence, révisant des produits et orientant les nouveaux ingénieurs, bien que son influence directe diminue. Après 5 ans de collaboration, il décide de s'éloigner des affaires pour se consacrer à la philanthropie, un domaine dans lequel il laissera une empreinte immense, notamment dans la musique classique et la vie culturelle new-yorkaise. La relève entrepreneuriale amène un nouveau scénario dans les années 70, une décennie où la haute fidélité connaît un véritable essor mondial. Emerson comprend cependant qu'il lui sera difficile de maintenir indéfiniment le cap face à la féroce concurrence japonaise. C'est pourquoi, en 1975, elle décide de vendre Fisher à Sanyo Electric, l'un des géants technologiques du Japon. Le mouvement est clé, tandis que Marantz passe aux mains de Superscope et que Macintosh lutte pour préserver son indépendance. Fisher rejoint un groupe doté d'une capacité de production massive et d'un accès privilégié aux marchés internationaux. Sanyo mise gros. Elle investit dans de nouvelles usines, modernise les chaînes d'assemblage et dote Fisher de moyens impossibles à égaler aux États-Unis. La transition n'est pas exempte de débats. Certains puristes estiment que Fisher perd une part de son identité en passant sous contrôle japonais, mais il est vrai que la qualité des produits se maintient à un haut niveau et que la marque gagne même du terrain sur de nombreux marchés. Les récepteurs et amplificateurs des premières années sous Sanyo conserve l'esprit audiophile mais avec une approche plus industrielle, capable de toucher un public plus large. À la fin des années 70, Fisher n'est plus seulement une référence américaine, c'est une marque reconnue dans le monde entier, fortement présente en Europe, en Asie et en Amérique latine. Avec l'arrivée des années 80, Fisher entre dans une phase de grande diversification. Sous l'égide de Sanyo, la marque lance des systèmes qui cherchent à intégrer dans un seul ensemble tout ce dont une famille peut avoir besoin pour écouter de la musique. Un bon exemple est le Fisher 9000, un système multi-composants comprenant amplificateur, platine cassette, platine vinyle, tuner, unité de contrôle central et même un module de télécommande. Ce modèle, avec d'autres ensembles modulaires, montre comment Fisher tente de marier l'héritage du hi-fi avec les nouvelles exigences de confort et de fonctionnalité imposées par le marché de masse.
Bien qu'il ne soit plus aussi exclusif que les appareils des années 50 et 60, il continue d'offrir une qualité solide et un design attrayant qui maintient la marque en vie. Durant la période Sanyo, Fisher continue de s'afficher dans les vitrines du monde entier. La marque signe des magnétophones à bande ouverte, des platines vinyles automatiques et semi-automatiques, des récepteurs stéréo et même certains des premiers systèmes multi-canaux à commande numérique que l'on peut voir aujourd'hui comme un avant-goût de ce qui s'appellera plus tard le home cinéma. Dans les années 80 et au début des années 90, Fisher rivalise sur le terrain des mini-chaînes modulaires qui deviennent un phénomène mondial. Cependant, la concurrence est féroce. Des géants comme Sony, Pioneer, Kenwood, Denon ou Yamaha imposent de nouvelles technologies et des standards de son surround. Bien que les appareils Fisher restent fiables et bien conçus, la marque perd peu à peu l'éclat de ses années d'or de la hi-fi. À la fin des années 90, le paysage de l'audio a complètement changé. L'arrivée de lecteurs CD abordables, des premiers systèmes de home cinéma avec Dolby Digital et DTS, puis l'irruption du DVD font que des marques plus fortes en innovation numérique s'imposent rapidement. Fisher, malgré les efforts de Sanyo, ne parvient pas à se réinventer au même niveau. En 2000, au seuil de l'ère de l'audio numérique, Sanyo décide de retirer le nom Fisher sur de nombreux marchés et d'unifier sa gamme sous sa propre marque Sanyo. Dans les faits, c'est la fin de Fisher en tant qu'entité indépendante et reconnaissable. Pour les nostalgiques, c'est comme voir s'éteindre un symbole de l'ère analogique. Le débat sur la véritable fin de Fisher reste ouvert parmi les passionnés. Certains assurent que l'essence s'est perdue dès 1975 avec la vente à Sanyo, car à partir de ce moment-là, l'entreprise cesse d'être l'œuvre personnelle d'Avery Fisher. D'autres estiment qu'une partie de l'héritage a survécu bien plus longtemps, puisque de nombreux produits conçus sous la tutelle de Sanyo ont conservé la qualité et l'esprit de la marque. Il y en a même qui considèrent qu'une part de son ADN s'est maintenue chez Panasonic, qui a fini par intégrer Sanyo en 2011. Au-delà des dates, l'empreinte de Fisher dans l'industrie est indiscutable. La figure d'Avery Fisher, en outre, dépasse son entreprise. Visionnaire de l'audio, il a aussi été un grand mécène de la musique classique aux États-Unis. En 1974, il fait un don considérable pour restaurer et moderniser la salle de concert du Lincoln Center de New York qui prendra le nom d'Avery Fisher Hall en son honneur. Cette salle devient l'une des plus prestigieuses au monde, un temple pour le New York Philharmonic et pour des musiciens de tout premier plan international. Par ce geste, Fisher consacre son rôle non seulement d'entrepreneur innovant, mais aussi de bienfaiteur culturel. Au-delà des chiffres et des produits, Fisher Electronics laisse une empreinte profonde sur notre manière d'appréhender l'audio domestique. C'est l'une des premières entreprises à convaincre le public qu'il vaut la peine d'investir dans un équipement pour profiter de la musique à la maison avec une vraie qualité, comme lors d'un concert. Ces appareils ont été présents dans des foyers de toutes sortes, des familles ordinaires aux célébrités. Parmi ses clients et partenaires figurent des artistes comme Frank Sinatra, Elvis Presley ou Judy Garland qui ont utilisé des appareils Fisher tant pour des enregistrements que dans des salles de répétition. Certains studios et salles de concert ont même fait confiance à la marque pour installer leur système de sonorisation, renforçant son prestige dans le milieu professionnel. L'épilogue humain de cette histoire survient en 1994, quand Avery Fisher s'éteint à 87 ans dans le Connecticut. Mais son nom survit non seulement dans la mémoire des amateurs de hi-fi, mais aussi dans la musique classique à travers le prix Avery Fisher, fondé en 1974 pour distinguer des interprètes remarquables aux États-Unis. Cet héritage culturel ajouté aux appareils qui fonctionnent encore aujourd'hui entre les mains de collectionneurs garantit que Fisher ne disparaîtra jamais totalement. L'histoire de Fisher est, au fond, celle d'une ère entière du son. Une marque née du rêve d'un homme qui a défini les standards de l'hi-fi à la maison, qui a accompagné des artistes légendaires et qui a permis à des milliers de personnes de découvrir l'émotion d'écouter la musique avec une vraie fidélité. Et en même temps, c'est la preuve que même les géants peuvent se dissoudre quand le marché change. Fisher a été une référence absolue à l'ère analogique, mais dans la transition vers le numérique, elle a
perdu la place privilégiée qu'elle avait conquise. Son nom s'est éteint dans les catalogues, mais pas dans la mémoire de ceux qui ont connu son apogée. Aujourd'hui, chaque fois qu'un collectionneur allume un récepteur Fisher et écoute ce son chaleureux et précis, il ravive un fragment de cet âge d'or. Et même si la marque n'existe plus en tant que telle, son héritage demeure dans l'industrie, dans les appareils qui circulent encore et dans le souvenir d'un temps où la haute fidélité était synonyme de passion et d'innovation. Voilà qui conclut le voyage à travers l'histoire de Fisher Electronics. Si tu as apprécié cette plongée dans la haute fidélité, laisse ton like, abonne-toi et dis-nous en commentaire ce que tu en as pensé.